Donc, la conférence de ce soir est un exercice très particulier parce que les élections américaines sont aujourd'hui. En fait, et dans quelques heures, on aura le résultat. Et donc, je ne peux pas me mettre dans la situation d'un type qui va expliquer pourquoi telle ou telle personne a gagné. Mais bien évidemment, ce que je voudrais essayer de faire, d'abord dans la présentation que je vais donner, puis dans les questions, c'est d'essayer de vous communiquer les éléments qui vous permettront, ou certains éléments qui vous permettront de comprendre ces résultats. Je crois que c'est particulièrement nécessaire parce que le traitement médiatique des élections américaines, je dirais, a été encore plus fou que la campagne elle-même. C'est-à-dire que, je veux dire, on ne peut guère critiquer la presse, et les médias et les télévisions en France qui ne font que recopier ce qu'ils lisent dans la presse et les médias de l'establishment américain, en rajoutant juste un zeste d'incompétence et de méconnaissance de l'histoire américaine et de la société américaine. Mais la presse américaine et la presse anglaise de l'establishment est devenue littéralement folle pendant cette campagne. Moi, tous les matins, l'une des choses que je fais, quand je n'ai plus le courage de lire Le Monde, je regarde le New York Times, le Washington Post, j'ai même commencé à regarder le Los Angeles Times, et puis les trois grands journaux anglais, le Guardian, The Independent, et puis le Telegraph, qui est le journal de droite, qui est le seul lisible en fait. Si vraiment vous ne voulez pas perdre de temps, je suis moi-même de centre-gauche, il faut admettre que The Telegraph est le seul journal anglais qui soit lisible avec de temps en temps des articles intéressants. Mais dans l'ensemble, on a une sorte de vision folle, un establishment mobilisé, pas simplement contre Trump, mais contre son électorat. Et une presse qui essaye de faire disparaître, je dirais, tout l'intérêt de la campagne électorale. Tout ce qu'on nous dit sans arrêt, c'est que cette campagne est un mauvais moment à passer, que les électeurs américains souffrent terriblement d'avoir à voter, ce qui est sans doute vrai, puisque c'est un moment dur dans leur existence, mais avec l'idée que la campagne est anormale, qu'elle n'aurait pas dû exister, et qu'elle est peut-être un signe en elle-même du déclin de l'Amérique. Je crois que la première chose que je voudrais préciser, c'est que pour moi, c'est exactement le contraire. Quel que soit le résultat, cette campagne est plutôt le début, je dirais, d'une reprise en main de l'Amérique par elle-même. Alors, moi, je suis connu pour avoir, ça a été rappelé là, pour avoir écrit ce livre Après l'Empire, qui est considéré comme un classique de l'anti-américanisme. Je me souviens qu'à l'époque, je disais à tout le monde dans les interviews, je disais, mais vous savez, je ne suis pas anti-américain. Tout ce que je dis ne va pas au-delà de ce que dirait un démocrate de gauche américain. Tout ce que j'espère, c'est que l'Amérique retombe sur ses pattes et redevienne une nation autonome plutôt qu'un système impérial. Et évidemment, personne ne m'avait cru. Tout le monde disait « ouais, c'est de la tactique ». Il dit ça pour, etc. Non, si, vraiment, je veux dire, par tradition familiale, dans ma famille, on a confiance dans les États-Unis. Ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Le père de mon père, dans l'autre lignée, a fini sa vie citoyen américain, également réfugié aux États-Unis, tout le monde en Californie. Donc je ne fais pas semblant. J'ai une véritable affection pour les États-Unis. Et là, actuellement, c'est ce qui me permet, je pense, de voir ce qui se passe, enfin en partie ou autrement, ce qui se passe. Et je ne vois pas ces élections comme la preuve du déclin. Moi, je les vois, je vais parler des éléments de déclin, je vais parler de l'électorat de Trump, etc. Mais je ne le vois pas comme je le vois plutôt comme ça y est, je veux dire, maintenant les problèmes sont sur la table.
l'Amérique commence à s'intéresser à ce qui ne va pas et de vraies questions sont posées. Donc on peut le dire tout de suite, la campagne électorale américaine s'est terminée par des jets de ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement des jets de tomates, des choses extrêmement personnelles sur Trump, sur Clinton. D'une certaine façon curieuse, c'était plus personnel sur Trump, puisqu'on parlait de son attitude vis-à-vis des femmes et de choses comme ça. Les problèmes d'Hillary Clinton sont plus dans son rapport, je dirais, à la loi et la façon dont elle a utilisé le pouvoir d'État dont elle a disposé à une certaine époque. Et on a fini par oublier ce qui avait été le démarrage de la campagne de Trump et ce qui avait permis à Trump d'émerger. Et Trump a, je dirais, rompu les tabous sur deux éléments centraux de la globalisation. Le premier, ce sont deux de ce que les théoriciens de la globalisation, qui est une idéologie autant qu'un fait, les théoriciens considèrent comme important, c'est deux des quatre libertés qu'ils mentionnent en général, c'est la liberté des échanges et la liberté de circulation des hommes. L'idée, c'est l'idéologie de la globalisation, c'est une sorte de vision individualiste, hyper individualiste de l'espèce humaine, dans laquelle il n'y a que des individus, il n'y a plus de nations, ces individus doivent être libres, et donc ils doivent pouvoir circuler librement comme s'ils n'appartenaient en fait à aucun système national ou culturel particulier. Et puis, bien entendu, les marchandises doivent circuler. Alors, les autres libertés, ça va être la liberté de circulation du capital. Et il y en a une quatrième que j'oublie toujours et que je n'arrive pas à mémoriser, tellement je n'adhère pas à cette idéologie. Et Trump a démarré... Alors, d'abord, je crois qu'il faut être lucide, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans la campagne de Trump, la question de son délire anti-mexicain et de son rejet du libre-échange ont été absolument liés. Au stade actuel, la remise en question de la liberté de migration internationale, qui n'a jamais complètement existé, mais l'idée que les sociétés doivent, d'une certaine manière, rétablir des frontières à peu près contrôlables, a été le véritable déclencheur, mais ce déclenchement a été accompagné, dans le cas de Trump, d'une mise en question du libre-échange, qui est, il faut bien voir, quand même, ma vue n'est plus très bonne, mais il y a une majorité de gens jeunes à l'époque, donc je pense qu'ils sont pour la plupart nés dans le dogme du libre-échange, et il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Les économistes n'ont pas le droit de faire. Si vous êtes économiste et si vous admettez que le libre-échange a certains avantages, mais s'il est poussé trop loin, beaucoup d'inconvénients, vous ne pouvez pas faire carrière. Et donc là, d'ailleurs, 200 économistes des meilleures universités américaines ont signé une pétition défendant entre autres les valeurs du libre-échange, mais attaquant Trump et entrant en choc frontal avec ce qu'il représente. Donc on est confronté avec cette espèce de dogme du libre-échange à l'un des éléments centraux du consensus de Washington et quelque chose qui, est devenu, la mutation, le passage de l'ensemble de la planète au libre-échange a été initié par les États-Unis et se trouve actuellement au cœur de la campagne américaine, contestée, critiquée, et pas simplement par Trump. Sanders, le candidat malheureux, mais quand même assez brillant à la primaire démocrate, avait au cœur, de son programme aussi une contestation du libre-échange. Et je me souviens d'avoir suivi à la télévision la convention démocrate avec le ralliement malheureux de Sanders à Hillary Clinton. Et
dans son discours de ralliement, ses supporters ne se sont animés quand il a été question, je dirais, de critique du libre-échange, etc. Donc on est confronté à quelque chose de très important. C'est pour ça que la présentation de la campagne américaine est fondamentalement mensongère. Je passe sur le fait que les électeurs de Trump sont présentés comme des analphabètes dangereux, obèses gravissimes, et représentent une sorte d'infra-Amérique, et qu'ils sont quelque part censés maintenant, les gens ont quand même compris quelque chose qui n'allait pas en Amérique, hein, mais qu'ils représentent l'Amérique dont on ne veut pas. Mais la réalité de cette élection américaine, qu'il est utile à ce stade de mettre en regard de notre élection présidentielle, et qu'au contraire de notre élection présidentielle, l'élection américaine se fait ou a été lancée par des thèmes extrêmement sérieux de critique sociale, de critique économique et de mutation sociale et économique. Je veux dire, honnêtement, j'aimerais tellement avoir à choisir entre Trump et Clinton plutôt qu'entre ceux qu'on va avoir à notre présidentielle. Vous regardez les candidats de droite au dernier débat de la primaire française, vous aviez maintenant, je pense à eux comme les 7 nains, puisqu'il y en a 7. Donc vous avez des gens bien élevés qui ont été décrits comme aimables, faisant des plaisanteries, censés être agressifs. Alors effectivement, quand on a regardé les élections américaines, l'agressivité de Bruno Le Maire, on est quand même à un tout petit niveau d'agressivité, hein, ou de NKM, on est quand même... voilà. Et donc, en fait, on est confronté, en fait, dans le cas de la France, ce serait pareil chez les candidats socialistes, la primaire n'a pas commencé, donc ça ne me vient pas à l'esprit, mais vous avez des gens bien élevés qui ne posent aucun problème d'éducation, mais qui disent tous la même chose, qui ne parlent pas des vrais problèmes de la société française, qui ne parlent pas du fait qu'il faut s'atteler au fait que la France a 10% de chômeurs, qu'elle est paralysée par l'euro, qu'elle est également détruite ou rongée par un libre-échange mal contrôlé, etc. C'est nous qui sommes ridicules en termes d'analyse politique. Ce n'est pas les Américains. Je crois que c'est vraiment une première chose à comprendre. Alors, pour voir ce qui se passe aux États-Unis, je crois que l'important, c'est d'essayer de replacer le rapport, de voir quelle séquence l'Amérique a suivi justement dans son évolution vers le libre-échange. L'Amérique n'a pas toujours été libre-échangiste. L'Amérique, d'après la guerre civile, enfin la guerre de sécession, comme on dit chez nous, a basculé dans un protectionnisme nordiste très efficace qui a permis le décollage économique américain. La prospérité de l'Amérique, la suprématie mondiale de l'Amérique a été réalisée dans des conditions de protectionnisme. Et au moment où l'Amérique commence à sortir de la crise de 29, le niveau moyen des prélèvements douaniers aux États-Unis en 1934 est encore de 18,5%. En 2007, il est tombé à 1,3%. Donc l'Amérique vit en régime de libre-échange. Alors si on suit la séquence, on va observer aux États-Unis un envol des importations seulement à partir des années 60. L'ouverture à l'immigration, les concepts de liberté économique, et de liberté de circulation des marchandises et de liberté de circulation des hommes sont fortement associés dans le conscient ou l'inconscient des acteurs politiques. La réouverture de l'Amérique à l'immigration, c'est 1965. Et dès la fin des années 70, on peut observer la crise, enfin une véritable crise de l'industrie automobile et autres aux États-Unis. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette crise, la crise induite par le libre-échange dans l'industrie américaine, la destruction en vérité
de l'industrie américaine n'a pas été suivi par une élévation des barrières douanières, mais en vérité, au contraire, par une accélération libérale. Donc 1980, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, et en 1984, son deuxième terme en fait, sa deuxième présidence, il avait contre lui Mondale, qui est le candidat démocrate, et qui a perdu sur un programme protectionniste. Donc, ce qui est très intéressant dans l'histoire des États-Unis, là, je pars à la recherche des forces sociales qui ont permis l'effondrement du protectionnisme et la montée des inégalités aux États-Unis. Et pour comprendre l'importance du retournement actuel. Donc, Mondale perd d'une façon tout à fait spectaculaire, avec un projet protectionniste. Et entre 1980 et 1998, on a, je dirais, la première phase des effets pleins du libre-échange dans la société américaine, c'est-à-dire une montée des inégalités. C'est tout à fait normal. En vérité, on met les salaires en concurrence, les salaires américains en concurrence avec les salaires d'ouvriers éduqués, mais de pays moins avancés, etc. Donc il s'agit pour les milieux d'affaires américains de rétablir le taux de profit. Les justifications du libre-échange, en général, parlent des avantages pour toute la collectivité du libre-échange, qui sont réels à un certain stade, mais qui ne sont pas la totalité des choses. La réalité de la motivation des entreprises passant dans le jeu du libre-échange, important, délocalisant, c'est que ça fait monter le taux de profit, puisque vous vendez sur un marché intérieur et vous utilisez une force de travail sous-payée à l'extérieur. Donc la mécanique est très simple. Elle mène ultimement à la stagnation de la demande et à la crise mondiale. C'est tout ce qu'on a vécu. J'avais écrit ça dans un bouquin paru en, je ne sais plus quand, 98, l'illusion économique. Enfin, c'est un mécanisme assez simple. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces mécanismes sont simples et transparents pour les acteurs, et que malgré cette transparence pour les acteurs, on est resté dans ce libre-échange. Donc, entre 1980 et 1998, on est dans une sorte de première phase, et la montée des inégalités est, je dirais, compensée, si on peut dire, par une augmentation du revenu médian des ménages. C'est-à-dire qu'il passe de 48 500, en 1980, on est en monnaie constante, on est à 48 500 $, à 58 000 en 1998. Alors, l'augmentation de revenus ne doit pas être prise comme quelque chose d'absolument génial, parce que c'est aussi l'époque où les femmes entrent sur le marché du travail, et le revenu des ménages, son augmentation, pour une bonne part, ne peut se produire que parce que les deux partenaires du couple travaillent maintenant. Donc en vérité, l'effet de pression sur les salaires agit déjà. Entre 1999 et 2014, bon, bien entendu, on a eu la crise qui a commencé en 2007-2008, la grande récession, mais on pourrait dire qu'on a eu l'apogée et la crise de la globalisation. Ce qui permet de décrire cette période comme l'apogée de la globalisation, c'est la période, 1999-2014, c'est la période durant laquelle le nombre des utilisateurs d'Internet, instrument merveilleux, est passé sans doute de 5% à 50% dans le monde. Donc il y a un élément dynamique, il y a du changement technologique, il y a tout ce qu'on a vécu dans la période récente, mais c'est une période où, pour les États-Unis, les inégalités ont continué à monter, mais surtout, là, le revenu médian des ménages a stagné et même baissé. En fait, il y a eu une sorte de toute petite reprise dans la phase récente, dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, mais sur l'ensemble de la période, le revenu médian des ménages américains, donc 99-2014, est passé de 58 000 $ à 56 500 $. Donc on est vraiment, disons, à la louche stagnation. Et il faut bien voir qu'une stagnation, là on est au-delà de la montée des inégalités, hein, une stagnation
dans le contexte d'une société comme la société américaine, dont toute l'histoire n'avait été, au-delà des crises cycliques d'ampleur variée, qu'un extraordinaire succès économique, c'est une rupture historique absolument fondamentale. Quelque chose dont on n'a pas idée, je veux dire, dont on ne voit pas du tout. La société française a connu des années très heureuses dans l'après-guerre. Elle s'est sans doute un peu habituée dans cette période à une croissance ininterrompue, mais ça ne durait que quelques décennies. Le cas des États-Unis est complètement différent. Donc la rupture du rêve américain, c'est très certainement cette stagnation des ménages, du revenu des ménages. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, comment dire, ça sera nié par tous les économistes qui signent des pétitions. Je parlais d'une pétition avec 200 économistes des meilleures universités, les mieux payés comme économistes, bien entendu, puisque il y a aussi une pétition de prix Nobel qui est un peu plus discrète, mais qui dit anti-Trump, mais qui dit à peu près la même chose. Je veux dire, il y a un élément mystérieux parce que, bien sûr, cette culture économique ou économiste est apparue avec ses postes, ses bureaucraties, ses privilèges, ses prix Nobel décernés par la Banque de Suède. Donc une vaste organisation de la non-analyse économique réelle, une vaste organisation du mensonge. Mais en fait, l'effet du libre-échange sur l'industrie, sur les salaires ouvriers, puis sur les salaires des gens des classes moyennes. Aux États-Unis, au départ, les ouvriers faisaient partie de la classe moyenne. Je veux dire, tout ça est très, très évident, très, très simple. Donc, la montée des inégalités, elle s'est faite malgré, je veux dire, une analyse facile. Il aurait été extrêmement facile à n'importe quelle étape pour les États-Unis qui font le jeu, ou qui ont été les initiateurs des évolutions économiques. Il aurait été extrêmement facile pour eux de dire bon, ça va comme ça, on rétablit un peu de barrières douanières, on protège notre classe ouvrière, on protège la démocratie américaine. En fait, ça aurait été très facile. Et c'est très facile à comprendre. Et ça n'a pas été fait. Et donc, en vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pour moi, l'effondrement, je dirais, de la valeur d'égalité aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été réalisé par l'évolution économique, qui a été réalisé par l'abaissement des barrières douanières et leur non-rétablissement en période de crise, mais c'est quelque chose qui a été rendu possible par l'évolution éducative des États-Unis. Pas seulement des États-Unis d'ailleurs, mais les États-Unis font la course en tête pour l'économie, ils l'ont fait en tête, mais aussi pour l'évolution du niveau éducatif, ils l'ont également, je dirais, fait en tête. Alors, c'est quoi? Je vais essayer de résumer très simplement l'argument, ça tient en 3 phrases. Pour moi, la montée du sentiment démocratique, ce n'est pas quelque chose qui était dû à une ambiance économique au XVIIIe, XIXe ou XXe siècle. C'est quelque chose qui était lié à la montée du niveau éducatif. En fait, les sociétés les plus avancées ont atteint à des époques diverses et variées, entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, un état d'alphabétisation universelle. 100% ou à peu près des gens, ou en tout cas des jeunes sachant lire et écrire. Et la diffusion de cette éducation universelle a créé, à un moment donné dans l'histoire, des sociétés homogènes dont le subconscient était, pour ainsi dire, égalitaire. C'est ces sociétés-là qui se sont senties très nationales, qui ont été capables de produire des politiques économiques de type protectionniste. L'Amérique protectionniste du début du siècle, c'était une période où vous prenez l'Amérique en 1900, vous prenez les gens de 25 ans, et là-dedans, vous avez seulement, tout le monde sait lire et écrire, je ne parle pas de la population noire, et de quelques immigrés irlandais qui rattrapent rapidement, mais vous avez
au-delà de cette éducation, de cette instruction primaire, vous n'avez pas grand-chose, et vous avez simplement 2,5% des gens de 25 ans qui font des études supérieures. Vous voyez, donc la structure de la société, et si les gens qui ont fait des études supérieures et qui veulent écrire des livres veulent avoir un public, oral ou écrit, ils doivent parler aux gens qui ont une éducation primaire. Ils ne peuvent pas vivre entre eux. On ne vit pas entre soi quand on est 2,5% de la population d'un pays. En 1940, ce pourcentage de gens de 25 ans ayant fait des études supérieures n'est encore que de 6%. Donc croissance réelle, mais très très lente. Alors, dans l'entre-deux-guerres, la démocratisation va plus loin aux États-Unis puisque la majorité de la population atteint le stade des études secondaires. Alors là, 30 ans avant l'évolution européenne. Si vous reprenez les États-Unis en 1975, là, vous constatez un bond, vous allez trouver 25% des jeunes qui atteignent le niveau du supérieur, et si vous vous placez vers 2000, vous êtes à 32%. C'est très bien, c'est le progrès, mais vous n'avez plus l'homogénéité éducative du passé. Vous avez une société qui est devenue fondamentalement stratifiée sur le plan éducatif, avec un nouveau type d'inégalité culturelle, avec des gens qui ont une éducation supérieure et qui ont un peu tendance à se penser comme supérieurs. Si vous regardez les statistiques de l'OCDE, maintenant, on ne dit même plus éducation supérieure, on dit éducation tertiaire, parce que supérieur dit trop clairement la vérité sur ce qui se passe. Et donc, si vous regardez la société américaine, moi je pense que c'est ça qui est... Alors, la même chose s'est produite en France, la même chose s'est produite en Angleterre, la même chose s'est produite au Japon, en Allemagne, avec des niveaux différents chaque fois. Mais si vous regardez tous les pays, tous les autres pays, ça se passe, je dirais, beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Les États-Unis atteignent un niveau de relative stabilisation éducative, une sorte de premier plafond, dès 1965, en fait. Nous, on a atteint ce plafond vers 1995. On a 30 ans de retard en termes de développement éducatif sur les États-Unis. Je sais que la tendance actuelle, si on regardait les actualités sur les élections américaines, ce serait de considérer que la moitié des États-Unis, des Américains, sont des analphabètes obèses, comme je disais tout à l'heure, électeurs de Trump, etc. Mais non, je veux dire, il y a des difficultés éducatives aux États-Unis, mais en vérité, le niveau d'éducation moyen de la population américaine est très élevé. Et surtout, il y a une situation tout à fait particulière aux États-Unis par rapport à nous. Dans un pays comme la France, quand on compare les niveaux éducatifs, on voit encore des différences entre tranches d'âge. Comme le boom de l'éducation supérieure est relativement récent en France, les plus de 75 ans, les plus de 65 ans, ou même les plus de 50 ans, ont des niveaux d'éducation moyens très inférieurs à ceux des jeunes. Aux États-Unis, non. Il faut aller chercher les plus de 70 ans pour trouver des niveaux éducatifs franchement plus bas que ceux des jeunes générations. Donc vous avez une population, vous avez une Amérique qui est plutôt en stagnation éducative, avec quand même une légère reprise ces dernières années, mais qui est quand même, et quels que soient les défauts de l'éducation américaine, ses imperfections, son laxisme dans certains domaines, vous avez une population qui est quand même, qui est à un niveau tout à fait d'éducation, tout à fait élevé, même s'ils sont un peu moins bons en maths que les populations finlandaises, japonaises ou coréennes. Mais ça peut vous donner, cette référence au concept d'éducation, peut vous donner une description de la société américaine. Donc si vous prenez les types qui, donc vers 2010 sans doute, les gens qui ont fait une éducation secondaire incomplète, ce qu'on appelle les high school dropouts aux États-Unis, ça va faire 14% de la population. Éducation secondaire complète, un high school avec un degree, 32%. Catégorie très importante pour comprendre les élections américaines, some college, no degree, c'est-à-dire éducation supérieure, mais qui n'a pas mené à l'équivalent d'une licence. 25%. Et avec un BA, c'est-à-dire l'équivalent d'une licence,
vous avez 30% des gens. Donc vous avez une société qui est devenue fondamentalement inégalitaire, une société qui est très libérale et qui a atteint, je dirais, une sorte d'apogée, en fait. Donc, en fait, je résume la séquence. Vous avez, tel que je la rétablis, la véritable séquence, c'est que la montée des inégalités éducatives crée une ambiance, je dirais, inégalitaire, crée des sentiments de supériorité chez les gens qui ont fait des études supérieures. Ça a commencé à apparaître aux États-Unis dès la guerre du Vietnam, hein, puisque les gens des universités étaient dispensés d'aller se faire tuer au Vietnam. Et puis vous avez des gens, ce groupe à éducation supérieure finit par couvrir toutes les tranches d'âge, et il finit par être capable de vivre sur lui-même, de développer sa propre culture et de regarder de haut les gens qui n'ont pas eu cette éducation supérieure. Est-ce que peut-être commencez-vous à sentir les débats aux États-Unis, ces sentiments d'élitisme, je dirais, qui sont derrière la campagne d'Hillary Clinton, je veux dire ce qu'on appelle populisme du côté de la campagne de Trump, qui renvoie, bien entendu, à ces différences éducatives. Alors, si vous voulez vraiment comprendre, je vais parler, en fait, je vais dire comment l'électorat de Trump et de Clinton se répartissent dans les sondages précédents par rapport à ces variables éducatives. Mais je voudrais d'abord confesser et dire pourquoi l'évolution, parce que là, je suis dans l'attitude du type qui dit « ouais, c'est facile ». Il n'y a qu'à regarder les évolutions économiques de fond. L'origine des évolutions économiques, c'est dans cette stratification éducative, la montée d'un sentiment inégalitaire. Mais honnêtement, le basculement de l'Amérique dans la contestation m'a surpris. Parce que mon vrai métier, c'est l'analyse des structures familiales. J'ai beaucoup travaillé sur le rapport entre structure familiale et idéologie politique, ou attitude, je dirais, culturelle vis-à-vis de l'égalité, l'inégalité, la liberté. Et ma vision du monde anglo-américain, c'était une vision qui était dérivée de ce que je sais de la famille nucléaire anglo-américaine, c'est-à-dire un système familial très libéral, et pas du tout intéressé, pour ce qui concerne les rapports entre enfants, par la valeur d'égalité. Donc la vision que j'avais, je dirais, de ce monde, c'était la vision d'un monde qui, bon, certes, laissait monter les inégalités, mais qui était supérieurement doué pour accepter l'inégalité. Et la vision que j'avais de la globalisation et de ses effets économiques inégalitaires, c'était, c'était quelque chose qui avait été lancé par le monde anglo-saxon, qui pouvait se permettre ça. Eux, ils peuvent. L'individualisme absolu, l'acceptation de la montée des inégalités, qui effectivement était beaucoup plus forte en Angleterre, aux États-Unis, que partout ailleurs. Eux, ils peuvent supporter. Et les autres pays autour, la France, l'Allemagne, le Japon, qui ont des systèmes familiaux différents, des systèmes de valeurs différents, ils embrayent, ils suivent, mais ils résistent, ils sont moins doués pour ça. Je veux dire, dans le système familial de la France du bassin parisien, il y a une forte valeur égalitaire. Dans le système familial japonais ou allemand, c'est le même. Vous avez des traditions d'intégration de l'individu au groupe. Bon, les Russes, n'en parlons pas. Ils ont les deux, l'égalitarisme et l'intégration au groupe. Donc, ils sont restés complètement à l'extérieur du système. Mais, au fond, jusqu'à très récemment, j'étais presque résigné à la vision d'un monde dans lequel les pays le monde anglo-saxon imposait ses valeurs qu'il pouvait lui-même supporter, et puis les autres suivaient et on n'en sortait pas. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi
d'une certaine manière, c'est tout l'enjeu de ce qui se passe actuellement. Pourquoi le monde... C'est comme si le monde anglo-saxon ne supportait plus les conséquences de ses propres valeurs. Le monde anglo-saxon a lancé la globalisation. Le monde anglo-saxon a imposé les règles du libre-échange. Vous voyez, c'est vraiment... il y a le leadership américain relayé par l'Angleterre, quand on voit la place qu'a pris Londres en tant que régulateur financier mondial, on est ramené à ça aussi. C'est vraiment de là qu'est partie la globalisation, l'acceptation de la montée des inégalités, même si dans chacune des sociétés avancées, le terrain était réceptif à la montée des inégalités à cause de la montée des inégalités éducatives. Donc il y avait de quoi recevoir, mais moins bien. Et là, c'est comme si on avait été trop loin. Et alors là, on peut suivre. Les gens pensent en général comme facteur de rupture à la grande récession commencée en 2007-2008, au rétablissement depuis qui n'est pas complet, puisque le taux de chômage a baissé, mais le taux d'emploi dans la population américaine reste très faible. Mais c'est surtout que toute l'année dernière, la presse américaine a été remplie d'études démographiques absolument catastrophiques qui évoquaient une remontée de la mortalité dans la population blanche de 45 à 54 ans. C'est-à-dire qu'on a atteint, je veux dire, le stress induit par le monde néolibéral, par l'économie ou les conceptions idéologiques du monde libéral. Ce n'est pas juste des questions de niveau de vie, c'est des questions d'insécurité, puisque ce qui explique la hausse de la mortalité dans ce groupe d'âge, c'est des phénomènes de surconsommation d'alcool, de drogue, de médicaments d'un type ou d'un autre. Je veux dire, là, le niveau de stress de la population est devenu trop grand et, pour moi, ayant passé ma vie à dire que les systèmes familiaux déterminaient l'idéologie, c'est comme si là, on était sorti du modèle. Même les gens créateurs du modèle libéral et individualiste et inégalitaire ne supportaient plus ça. Alors, cette augmentation de la mortalité pour les Américains blancs de 45-54 ans, on ne va pas la retrouver chez les Noirs et les Hispaniques. Les Noirs sont à un niveau supérieur de mortalité, mais elle continue à baisser. Les Hispaniques, en vérité, ont une mortalité infantile inférieure à celle des Blancs, pour des raisons sans doute de structure familiale ou d'attention aux enfants, mais ça ne les concerne pas. C'est vraiment, je parle des 70-75% de la population blanche majoritaire. Je donne le chiffre 70-75% parce qu'actuellement, dans l'élection, on parle des Blancs comme s'ils étaient devenus une minorité aux États-Unis. Une bonne partie de l'enjeu de l'élection, du résultat de l'élection, dépend du degré de mobilisation pour Trump de ce groupe blanc face aux démocrates qui veulent s'appuyer sur les minorités noires et hispaniques qui ne représentent chacune que 12,5% en gros de l'électorat. Quand on rentre dans le détail, on retrouve dans l'évolution de la mortalité, on retrouve ces critères éducatifs d'une façon très très claire. C'est-à-dire, pour les gens qui ont des diplômes d'éducation supérieure, BA, college avec degree, la mortalité a continué à baisser. Pour les gens de cette catégorie intermédiaire, some college, no degree, donc supérieure incomplète, là, on observe simplement une stagnation, là où la baisse continuerait pour eux dans les pays européens ou au Japon. Et pour les gens qui n'ont eu qu'une éducation secondaire, complète ou incomplète, c'est là que se produit le gros de l'augmentation. Alors, il faut faire attention à ce stade, il ne faut pas, je pense que l'erreur fondamentale dans l'analyse, quand vous verrez l'analyse des résultats électoraux, ce qu'il faudra regarder, c'est bien entendu la distribution selon le niveau éducatif. Et d'ailleurs, l'une des choses absolument fascinantes dans les débats américains préélectoraux,
c'est la façon dont la variable éducative est devenue centrale dans la présentation. C'est très explicite. En France, c'est aussi déjà comme ça, en fait. La variable éducative est la plus déterminante dans les comportements électoraux, mais ça n'est pas conscient au même degré aux États-Unis. C'est conscient aux États-Unis parce que ça permet de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe dans les sondages. Et puis aussi, les gens se situent et développent des consciences d'appartenir à un groupe éducatif. Alors, maintenant, en fin de campagne, on est effectivement arrivé à une situation où, dans le groupe blanc, en particulier dans le groupe blanc uniquement, à vrai dire, la probabilité de voter pour Trump ou Clinton est fonction du niveau éducatif. Si le vote Clinton semble devoir être maximal chez les gens qui ont même mieux qu'une licence, c'est-à-dire les éducations supérieures les plus avancées, et puis ensuite vous avez un succès, une majorité écrasante chez les gens qui ont l'équivalent d'une licence, un BA. Et puis en fait, mais d'après les derniers sondages préélectoraux que j'avais vus dans le Washington Post, je veux dire, la presse américaine est complètement folle dans son commentaire, mais reste très supérieure en termes de présentation de données factuelles, ça reste très supérieur à un journal comme Le Monde ou à Libération. On trouve des choses quand même très intéressantes dedans. Et là, vous avez qu'au niveau, dans les derniers sondages, au niveau, dans le groupe blanc, au niveau éducation secondaire incomplète, Trump était majoritaire. Et bien entendu, son avantage maintenant devient écrasant dans le groupe des gens qui n'ont pas du tout d'éducation supérieure. Mais au démarrage de la campagne, les meilleurs résultats prévus pour Trump n'étaient pas du tout chez les gens, ou pas complètement, chez les gens sans éducation supérieure, mais l'axe de départ, c'était les gens ayant une éducation supérieure incomplète, pas les gens du secondaire ou du primaire. Donc il y a vraiment, et c'est très intéressant, c'est que la campagne électorale, en présentant les électeurs de Trump comme des demeurés non éduqués, a fini par réaliser l'alignement sur ces catégories. Mais la vérité, c'est que quand même, Trump, aux dernières nouvelles, était majoritaire chez les gens ayant une éducation supérieure incomplète. Une chose analogue s'est passée pour le Front National dans les années 80. Au début, le Front National avait un public, en 84-86, un public social, mettons, assez divers. Et la thématique s'est installée d'un électorat du Front National populaire, peu éduqué, etc. Et ça finit par devenir vrai. Vous voyez, donc c'est vraiment le même genre de mécanisme. Mais c'est très important parce que ça suggère que le conflit n'est pas, je dirais, ce qui rend en fait la poussée de Trump dangereuse pour les démocrates. Je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. En fait, pour moi, c'est 50-50. Je n'ai aucune idée du résultat qui peut se produire. Mais en vérité, ce qui rend l'électorat, ce qui rend la poussée électorale de Trump dangereuse pour les démocrates, c'est qu'elle n'est pas simplement une révolte populiste de gens qui sont, comme on le suggère, à un niveau éducatif très bas. C'est que c'est des gens quand même où il y a une majorité dans le groupe blanc chez les gens qui ont, je dirais, une éducation supérieure incomplète. Donc, au sens culturel, c'est un phénomène de classe moyenne. Et les bouleversements historiques interviennent dans les sociétés quand les classes moyennes, quelle que soit la définition de ces classes moyennes, je dirais, interviennent. J'ai parlé combien de temps là ?